Salut à tous, face à de nombreuses demandes, je voulais partir sur une saison dédiée à la mécanique et tous ces enjeux sur le vélo. Je suis parti à la recherche d'experts dans cet univers et je suis tombé sur une entreprise pas très loin de chez nous, du côté d'Aix-en-Provence, Minbike, qui a vraiment une activité principale de reconditionnement de vélo et du coup toute l'expertise associée sur la partie mécanique. Je vous emmène sur une saison de 6 épisodes avec eux et je vous souhaite une bonne écoute. Et salut à tous, on se retrouve pour un épisode pour comprendre comment choisir son vélo. Derrière nous, on a un vélo de route, mais on va essayer d'aller travailler vraiment l'intégralité des vélos. Et pour ça, je suis accompagné de Pierre, acheteur chez Minbike, donc qui au quotidien, son quotidien, c'est quand même d'acheter des vélos de tout univers. Donc Pierre, tu vas essayer de nous expliquer un petit peu comment choisir tout ça. La première question que j'ai envie de te poser, Pierre, c'est finalement, je veux me lancer dans l'univers des sports d'endurance, j'ai envie de faire du vélo particulièrement. Je dois acheter quoi? Un gravel, un route, un CLM? C'est quoi un petit peu toutes ces différences? Ça va varier suivant votre utilisation et vraiment suivant ce que vous voulez faire. Le gravel a pour objectif initialement de remplacer tous les vélos du garage. Ok. Mais voilà, suivant vraiment votre pratique et votre passion et les athlètes que vous suivez, si vous souhaitez faire du VTT, que ce soit de la DFCI, ça serait plus du gravel. Si vous voulez faire du route, ça va vraiment dépendre de vos chemins d'entraînement. Et donc là, on a quoi? On a gravel, vélo de route, CLM, VTT et VTT assistance électrique. Mm. C'est quoi la différence finalement, par exemple, entre un contre-la-montre, donc le CLM, est-ce que c'est utilisé que en vélo comme on peut le voir sur le Tour de France ou ça a d'autres usages? C'est quoi un petit peu cet usage? Non, ça a d'autres usages. Forcément, les vélos de contre-la-montre sont beaucoup utilisés par les triathlètes aussi. Voilà, comme on peut voir derrière nous d'ailleurs, on a un vélo de route qui est très axé aéro et donc qui peut remplacer un vélo de contre-la-montre. Ok. Donc finalement, on va vraiment axer sur quatre types de vélos. Le route, le VTT, le gravel et l'urbain, forcément. Et ça, donc décliné en musculaire ou en électrique. Ok, donc on voit qu'il y a quand même un panel qui est assez large. Et en plus, quand on se lance dans cet univers, on se dit, allez, c'est bon, je vais acheter mon premier vélo. Même on en parlait un petit peu en off tous ensemble. Et peu importe l'évolution, la performance qu'on va rechercher, on a toujours ce besoin d'acheter un nouveau vélo, d'aller tester autre chose. Mais il y a tout de suite cette notion de tarif qui vient arriver sur un vélo. Déjà, est-ce qu'il y a différentes, on va dire, composantes? Est-ce qu'il y a du carbone? Ça existe encore des vélos en acier? C'est quoi un petit peu le panel des cadres qu'on peut avoir? Ouais, il y a différentes matières. Ok. C'est vrai que maintenant, ce qui est très répandu, c'est le carbone, surtout sur les vélos de route. Ouais. Mais quand on rentre sur du VTT ou du gravel, il y a encore beaucoup d'alu parce que c'est souvent répandu comme étant plus résistant, plus confortable, alors qu'aujourd'hui, les vélos en carbone sont des fois tout autant résistants et tout autant confortables. Ok. Donc finalement, il y a de l'acier, il y a de l'alu et du carbone. Et ce qu'on va souvent voir maintenant sur beaucoup de fabricants, c'est du carbone et de l'alu. Et toi, de ton expertise, parce que tu passes ton temps à regarder des vélos dans tous les univers, ce que tu vois aujourd'hui sur le marché, ce qui sort en occasion, etc., c'est plus du carbone, c'est plus de l'alu, ça dépend de l'univers? Ça dépend de l'univers. Ok. Mais vraiment, là où c'est rigolo, c'est qu'en VTT, c'est quand même majoritairement de l'alu quand on parle de VTT All Mountain ou Enduro. Et par contre, quand on passe sur du cross-country, donc ce qu'on voit aux Jeux Olympiques par exemple, Ok. ça va tourner plus sur du carbone. Donc dès qu'on change de la performance dure en termes de pédalage, ça va être plutôt carbone. Par contre, sur certaines pratiques, ouais, c'est de l'alu. Ok. Par contre, en route, pour le coup, on est majoritairement, vraiment, je dirais maintenant à 85% sur du carbone. Ah ouais, donc on voit que le carbone prend sa place, encore plus le vélo qui est derrière nous. On va essayer de se faire un focus sur ce vélo de route justement pour essayer de comprendre ce qui vient, comme je le disais, impacter le budget, ce qui vient impacter aussi le fait qu'on prenne du plaisir sur les heures de selle, etc. Ma première question que j'ai envie de te poser, Pierre, c'est de comprendre un petit peu les roues, le positionnement des roues. Est-ce qu'il y a des roues en carbone, les différentes hauteurs de jantes? Ça veut dire quoi, une roue en 80, une roue en 50? Et là, est-ce qu'on est en pneu, est-ce qu'on est en tubeless? C'est quoi un petit peu l'univers qui se cache déjà rien que sur cette composante, la composante roue? Sur la composante roue, on peut avoir deux choses, soit l'alu, soit du carbone déjà, comme les cadres. Généralement, les roues aluminium sont sur des entrées de gamme ou même peuvent être utilisées même par les professionnels, un peu comme des roues mulées, donc des roues un peu lourdes, qui permettent d'avoir une vraie différence quand on passe sur du carbone. Après, sur une roue, on a plusieurs choses.
On a la jante forcément, donc, dont le profil, on a le moyeu et donc cette fameuse matière carbone ou alu. Okay. Là, par exemple, sur celle-ci, on a du 63 mm à l'arrière et du 52 à l'avant. C'est vraiment des roues orientées plutôt pleines et on va dire vallonnées. Okay. Et on va passer sur quelque chose de plus petit généralement quand on va sur de la haute montagne. Donc le profil, ça va jouer sur ça. Okay. Et généralement, je dis bien généralement parce qu'il existe des petits trucs un peu différents, mais on va dire que généralement plus les roues sont larges, plus elles coûtent cher. Okay. C'est, on va dire, quelque chose de très général, mais c'est la réalité. Et donc là, la notion de 63 qu'on voit ici et de 52, c'est la hauteur finalement de cette jante? C'est la hauteur de la jante et pareil, plus la hauteur est grande, en fait, plus ça amène de l'aéro. Okay. Par contre, ça rajoute du poids forcément, donc vous avez plus d'inertie, plus de rendement, mais s'il faut grimper, forcément, c'est plus lourd. Ouais, donc on voit qu'il y a quand même une notion d'impact, on ne s'en rend pas compte quand on achète. Mais là, par exemple, sur les roues qu'on voit ici, on est quand même sur du haut de gamme qui va avoir un impact sur le prix final, ou alors ça reste classique? Non, là on a un impact. Là, on est typiquement en plus sur les roues utilisées par l'équipe Jumbo-Visma, donc l'équipe de Jonas Vingegaard en ce moment sur le Tour, qui est la marque générique maintenant de Cervélo. Et du coup, oui, on est sur un tarif qui monte crescendo. Okay. Et donc souvent, comme pour les vélos, suivant les gammes, on peut rentrer sur quelque chose d'assez accessible pour monsieur tout le monde. Et quand on va directement sur des roues comme ça, c'est un petit budget. Et il faut aller chercher l'information. Comment on la trouve, l'information de savoir si c'est du... Parce qu'on va avoir aussi un épisode dédié sur comment réparer une roue, etc. Vraiment, le but, c'est d'apporter de l'expertise à nos auditeurs et aussi de l'autonomie pour qu'ils puissent, eux, choisir leur vélo, être accompagnés, mais réparer tout ça. Comment on sait si une roue, c'est plus avantageux de la prendre avec des chambres à air ou alors en tubeless? Comment on analyse tout ça? Je recommande beaucoup d'aller voir directement sur le site du constructeur. Okay. Ça va être vachement différent. Il y a des constructeurs, donc par rapport à la jante qu'on choisit chez eux, ils vont plutôt recommander du tubeless ou plutôt du pneu, du boyau qui se fait presque plus, j'ai envie de dire. Okay. Mais le tubeless qui est très à la mode, voilà, on a souvent aussi, vous savez, la pression des pneus qu'on donne. Mais chez du réserve, ça va, je dis une bêtise, mais ça va peut-être être 6 bars, alors que sur une autre marque, ça sera 5. Voilà, c'est vraiment, je recommande vraiment d'aller voir ce que le constructeur recommande, étant donné qu'ils font des études, enfin les ingénieurs travaillent sur ça et font en sorte que la roue soit la plus performante possible avec ces barres-là, ces pressions-là. Ok, donc on voit qu'il y a quand même toute une analyse à faire alors qu'on est resté bloqué que sur la roue une fois qu'on a fait ce choix-là. Et là, je sais qu'on va aller sur un terrain pour en avoir discuté déjà un petit peu avec toi et tu m'avais montré tous tes fichiers que tu adores, le terrain de la cassette, des groupes, de tout ce qui se cache un petit peu dans cette partie chaîne, etc. Et je trouve que quand on commence le vélo, c'est un vrai carnage d'avoir de l'information sur ça. Tu vois, là, si je prends de l'information, je me dis, OK, c'est un Shimano Ultegra. Tout à l'heure, j'étais en bas, je voyais des vélos que vous avez, un Shimano 105 et en DI2 et en mécanique. Je sais que c'est pas simple, mais comment en quelques éléments, tu pourrais nous résumer un petit peu cette partie chaîne et mécanique, quoi? C'est assez simple, hein, finalement. Justement, il y a deux familles, le mécanique et l'électronique, enfin l'électrique. Ça existe sur tous les fabricants. Et en règle générale, ce qui va faire la différence, ça va être au niveau de la fluidité du passage de vitesse, du prix forcément et du poids. Maintenant, ce qui se fait, même j'allais dire majoritairement, c'est l'électrique, mais on peut toujours retrouver ce fameux mécanique pour, j'ai envie de dire, les amateurs, les novices, ceux qui s'y mettent, juste pour une question de prix. Le mécanique actuellement est quand même beaucoup moins cher et surtout, on peut le dire quand même, il n'y a pas de problème de batterie. Donc si demain on a envie de faire du bikepacking ou d'aller rouler des heures et des heures sans électricité, il y a le mécanique. Après, sur chaque gamme, il existe sur chaque marque, il existe plusieurs gammes. Là, par exemple, sur l'Ultegra DI2, on est sur le milieu de gamme de chez Shimano. Et si on prend l'exemple, le 105 en dessous va être un peu moins fluide au niveau du passage de vitesse, un peu plus lourd. Et si on prend le Dura-Ace, un peu plus léger et un peu plus fluide. Mais clairement, pour voir la vraie différence, je pense qu'il faut vraiment avoir des heures de selle, quoi. Ok, voilà. Ouais, donc ça, c'est peut-être pas quelque chose à aller voir en nécessité au début, mais comme tu le dis, il y a vraiment cette grosse différence DI2 mécanique. Et puis, pour aller encore plus loin, là, j'ai de la chance, on est tous les deux ici, j'ai de la chance de ne pas aller rouler avec toi parce que je sais que tu fais partie de ces bons rouleurs. Je t'ai présenté comme étant derrière ton PC en train d'acheter les vélos à longueur de journée, mais il y a aussi la partie entraînement. Et j'ai envie de te poser une question où au début, on arrive aussi dans cet univers, on se dit, bah voilà, je vais aller faire un séjour à la montagne. Je me rappelle de certains potes qui ne se posent même pas la question de savoir quelle cassette ils peuvent avoir, quel groupe ils peuvent avoir.
Ça signifie quoi? Ouais, t'as pris ta cassette de montagne en 36, t'as un plateau de 52, 53. C'est quoi un petit peu cet univers aussi, hein? C'est simplement pour pouvoir avoir, on va dire, un maximum de palettes, donc de propositions, Ok. pour pouvoir, j'ai envie de dire, autant appuyer sur le plat que grimper. Aujourd'hui, avec l'électronique, ce qui se fait bien, c'est les réglages sont un peu plus simples à faire qu'avant. Avant, quand on changeait de cassette, quand on était en mécanique, il fallait absolument toucher au butée, faire des choses comme ça. Aujourd'hui, grâce à l'électronique et aux applications, ça se règle très facilement. Maintenant, sur ce choix-là, ce choix de cassette, ce choix de plateau, c'est super important de vraiment connaître le parcours qu'on va faire et comment le choisir. Encore une fois, je dis toujours, allez voir directement soit chez un professionnel, donc votre vélociste, soit forcément avec des amis qui s'y connaissent très bien, soit chez le fabricant aussi, qui ont souvent une explication très claire sur leur site internet. Mais voilà, après il y a des recommandations et c'est vrai que par exemple sur les nouveaux Shimano, on est sur du 11-30 ou du 11-34 et on peut jouer sur les plateaux devant aussi. Pour le 11-34 forcément, plus c'est gros à l'arrière, plus on va pouvoir grimper. Plus c'est petit, moins on va pouvoir grimper logiquement. Ouais, donc c'est quand même quelque chose à analyser dans le sens où sur le neuf et le reconditionné, ça reste quand même quelque chose de standard, mais sur le marché de l'occasion, parfois il y a des surprises qui peuvent apparaître. Oh oui. Un bon rouleur qui nous met un plateau qui est très compliqué à emmener, donc c'est des choses à analyser. Ouais. Donc là, on vient vraiment de partir de cette partie du vélo. On n'a pas fait la différence, mais on va la faire parce que tu as peut-être quelques éléments à nous donner là-dessus, surtout d'un point de vue data, expertise de ce que toi tu vois au quotidien. Mais sur la partie freinage, est-ce que le frein à disque, c'est un effet de mode ou ça a une vraie utilité par rapport à du patin il y a quelques années encore? Non, ça a une vraie utilité. Alors c'est pareil, c'est un choix, c'est des préférences. Okay. On a encore des clients et en règle générale, même on va dire les connaisseurs et ceux qui aiment le vélo, qui préfèrent rouler à patin, qui sont des puristes comme on dit. Mais le disque, au moins on peut freiner fort sous tout type de temps. Ouais. C'est quelque chose qui doit être utilisé avec précaution parce que quand on passe du patin au disque, ça freine beaucoup plus. Donc on peut se faire des petites frayeurs. Mais s'il faut une recommandation, ça reste du disque aussi. Parce qu'encore une fois, il y a un peu d'entretien, mais finalement, on s'y retrouve vachement en termes de freinage, de pilotage. Et quand on est amateur, finalement, quand on apprend à freiner sur du disque, c'est pas mal parce que je pense que c'est ce qui va se répandre encore et encore et encore. Et le patin disparaît déjà et risque de disparaître de plus en plus. Ouais, donc finalement, c'est quelque chose que tu vois au quotidien. Donc même quand on a cet état d'esprit comme chez Minbike de seconde vie, et moi j'ai envie de penser à la troisième vie parce que, comme tu disais, il y a une notion de budget. Au début, on peut commencer sur un budget plus faible et le vélo devient une passion de plus en plus présente dans notre vie et on switch. Donc, ce que je comprends malgré tout, c'est que sur tout cet univers, que ce soit roue, cassette, chaîne et même pas le freinage, mais tout ça, ça peut être amené à varier en fonction de la saison et des choix qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'une cassette, on peut la changer très facilement. Une cassette peut se changer facilement. Il faut simplement 2-3 outils à la maison, des choses que l'on trouve dans des grandes surfaces de sport qu'on connaît. Franchement, il n'y a pas besoin d'être très expérimenté en mécanique pour pouvoir la changer. Et honnêtement, il y a des tutos maintenant un peu partout qui se font et qu'on fera peut-être justement sur ça. Donc voilà, c'est des pièces qui sont facilement interchangeables. Mais encore une fois, je recommande toujours, si possible, de passer soit par quelqu'un qui s'y connaît, soit par un professionnel, pour la simple et bonne raison qu'on joue quand même sur la sécurité. Et une cassette mal serrée ou un disque mal mis ou voilé ou autre, ça peut être compliqué. Voilà. Donc, je reprends toujours, et il nous sert bien quand même ce petit cerf-vélo, je reprends toujours l'exemple de l'arrière du vélo, mais une des questions qui est très présente, et là je le voyais tout à l'heure, tu étais en train de dire « Ah, je sais pas, ce vélo », et puis Quentin, notre vidéaste, qui disait « Ah, moi aussi, il m'intéresse », et on se demandait la taille justement du vélo, et là, tu vois, je vois que c'est un taille 54, et je trouve que c'est le débat, mais infini au début. Quand tu veux acheter un vélo, tu te dis « Mais quelle taille je vais prendre ?» Là, je vois 54, des fois, je vois S, M, certaines marques ont un sizing qui est totalement différent. Comment on choisit la bonne taille de son vélo pour passer un beau moment lors des sorties? Tu viens de le dire, c'est très très compliqué parce que suivant la marque du vélo, imaginons demain tu veux t'acheter un vélo, tu en as 3 modèles différents chez 3 marques différentes, peut-être que chez Cervélo tu auras du M, chez Cube tu auras du L, et enfin voilà, il y a vraiment ce problème-là. Donc les marques recommandent aussi des taillons donc sur leur site internet par rapport à ta taille, sauf que ce que je dis souvent, et on va prendre l'exemple de mon père, qui a des petites jambes et qui a un long buste, il lui faudrait du 54 sur le papier, sauf que finalement au niveau des jambes ça va, au niveau du buste, il lui faut chaque fois une potence de 110 mm
Ok. Parce que voilà, donc c'est vraiment très personnel. Et encore une fois, ce que je recommande, c'est au-delà de l'aspect taillant qu'il y a sur les sites internet des fabricants, c'est aussi d'aller encore une fois chez les professionnels pour qu'ils puissent se renseigner parce que malgré tout, les professionnels distribuent certaines marques et ont l'habitude. Donc finalement, pour trouver la pépite et la bonne taille, il vaut mieux soit essayer quand même chez un pro, encore une fois, pour être sûr, soit voilà, faire, on va dire, ce qu'il existe aussi une étude, enfin les études posturales, mais bon, il faut son vélo, normalement il faut son vélo pour ça. Donc vraiment pour bien choisir, ce que je recommande, c'est dans tous les cas de se rendre chez son vélociste pour qu'il puisse vraiment bien aiguiller, voilà, suivant le physique de la personne. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut venir justement mesurer? Et comme tu disais, tu parlais de ton père, changement de potence. Qu'est-ce qu'on peut venir mesurer et modifier sur cette partie vraiment, j'ai envie de dire, hauteur et longueur qui va avoir un impact sur le choix de la taille du vélo? Très important, déjà il va avoir donc, cette mesure du bec de selle au centre du pédalier pour l'entrejambe. Ok. Donc il y a une mesure qui se fait très facilement contre un mur avec un cahier entre les jambes et avec un mètre pour connaître son entrejambe. Quand on va sur beaucoup de sites, maintenant on peut s'apercevoir qu'on demande certes la taille de la personne, mais aussi la taille de l'entrejambe. C'est ça aussi qui va donner la taille du vélo. Après il y a forcément l'avancement de selle qui va, je vous dis, régler plutôt au niveau d'une étude posturale. Ça, c'est bien à régler avec quelqu'un qui étudie tout ça. Ok. Et il y a la longueur de potence. Et la longueur de potence, même sur un vélo comme ça, qui a une potence très particulière, voilà, il y a certaines longueurs de potence qui fait que peut-être que sur un vélo, là, vous allez baisser la selle, mais pourtant augmenter ici la longueur de potence. Parce que forcément, on est tous différents. Donc c'est pour ça d'ailleurs aussi que vous voyez souvent sur le tour des événements comme ça, que en fait, chaque athlète ne peut pas échanger son vélo avec n'importe qui. Parce que c'est vraiment très spécifique. Et il suffit de certains réglages, des fois des micro-réglages qui ne sont pas bien faits pour avoir des petites blessures, tendons ou autres. Ouais, donc finalement, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à prendre en compte quand on vient choisir son vélo. Déjà, la première chose que tu nous as partagée, c'est vraiment le choix de sa pratique. Et on voit tout le matériel qui peut venir. Soit dès le début, on a les moyens et on a l'envie de sélectionner ce genre de matériel, soit on peut évoluer, comme tu disais, au fur et à mesure du temps. Et je voulais finir sur une dernière question parce qu'on comprend que, j'ai envie de dire, tous les réglages, toutes les notions que tu as pu nous partager, c'est assez transverse sur les différents sports. Un sport, entre guillemets, enfin un sport, une pratique dont on n'a pas parlé, c'est vraiment la pratique électrique. Quelle est un petit peu l'information à aller chercher sur une batterie? Est-ce que c'est toujours les mêmes batteries? Il y a une notion de puissance, d'autonomie? Comment ça se passe dans cet univers-là de l'électrique? Alors, il y a la batterie et le moteur. Donc, il y a deux choses bien différentes. Et oui, il y a plusieurs batteries avec des puissances différentes. Et pareil, il y a des moteurs avec des couples différents. Donc ce qu'il faut choisir, c'est pareil, c'est par rapport forcément à ce qu'on veut faire avec son vélo. Si c'est juste pour aller chercher le pain, il n'y a pas besoin d'avoir une batterie énorme. Par contre, si vous êtes VTTiste, vous voulez faire des longues sorties, il faudra prévoir une batterie assez puissante avec du couple pour pouvoir grimper un peu partout, donc du couple moteur. Et prévoir, pourquoi pas aussi, ce qui existe des extenders pour avoir double batterie et pouvoir faire des très longues sorties. Donc finalement, pareil, l'électrique c'est encore compliqué, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment son utilisation et son terrain de jeu. Voilà. Et je vais finir par un petit call to action dans le sens où, Minbike, on le sait, nous on a la chance d'être ici du côté d'Aix-en-Provence dans vos locaux, mais majoritairement les achats se font à distance, c'est aussi la force de votre modèle, donc en ligne. Comment on est aiguillé de la part de Minbike quand on arrive. Moi, tu vois, aujourd'hui, je fais du vélo de route, du contre-la-montre, mais demain, j'ai envie d'acheter un VTT électrique. Comment je vais avoir un petit peu toutes ces informations? Est-ce que j'ai moyen d'appeler quelqu'un? Est-ce que j'ai moyen d'avoir des infos supplémentaires? C'est ce qui est bien en fait ici, c'est que, alors que ce soit à l'achat, du coup, pour acheter des vélos, mais aussi et surtout à la vente, en fait, chaque vendeur, vous pouvez avoir au téléphone, donc c'est pas juste du clic sur Internet. Si vraiment il y a des doutes, imaginons tu voulais ce vélo toi, mais tu as des doutes, tu appelles. Et en fait, chez Min, ce qui est bien, c'est que même si au téléphone, tu n'auras pas une personne, un vendeur qui est spécialisé sur la route, il y aura toujours quelqu'un dans notre open space et autour de lui pour pouvoir recommander ce qu'il faut. Donc en fait, on est tous des professionnels avec plus ou moins nos affinités au niveau du vélo. Moi, ça va être du triathlon avec du route. Du coup, j'ai Corentin là-bas qui est un fou de VTT. Et voilà, on n'hésite pas. Lui n'hésite pas à me poser des questions quand il a un vendeur qui demande des choses sur un vélo de route et vice-versa. Quand moi j'ai des questions à un achat par exemple sur du VTT, je lui demande. Voilà, on travaille vachement main dans la main et du coup ça permet d'aider au maximum le client et il sait en fait du coup il est très très bien aiguillé.
Et pareil, on est toujours là, on travaille nous main dans la main aussi avec beaucoup de boutiques en France. Ok. Et du coup, on n'hésite pas à dire aux clients de se tourner s'ils ont des doutes vers les boutiques pour qu'ils puissent aussi dire voilà, qu'on n'est pas on n'est pas juste des vendeurs de tapis sur Internet. Ok, bah écoute, franchement, c'est très clair. C'était vraiment très cool de commencer sur ce premier épisode parce que on se rend pas compte, mais quand on voit ce petit vélo et quand on voit tous les vélos qu'il y a en bas ici dans votre stock, bah, on se demande vraiment comment on peut le choisir ce vélo. Donc franchement, merci à toi pour toute ton expérience et aussi tout ton partage avec cette expertise-là. Et puis écoute, je vous dis à très vite et ciao ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour en savoir plus sur Minbike, je te mets tous les liens en description. Si tu as encore des questions sur la partie mécanique, n'hésite pas à directement commenter cette vidéo YouTube et peut-être que ce sera nous ou alors un auditeur qui viendra répondre à tes différentes questions. Alors fais-nous ton retour, partage tes avis et je te dis à très vite. Ciao ciao!